Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le démographe Gérard-François Dumont. Bonjour Gérard-François Dumont. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, professeur à Sorbonne Université, président de la revue Population et Avenir. On va parler de la baisse de la natalité avec vous. C'est un sujet qui surplombe tous les autres. Nous faisons de moins en moins d'enfants en France. Chiffre 2024, on a retrouvé les niveaux de natalité de 1945. Alors une mission d'information à l'Assemblée nationale tente de comprendre pourquoi. Elle a entamé ses travaux au début du mois et donc hier elle a entendu le député et ancien président de la République François Hollande. Alors ça a été assez rapide comme audition, on va dire. En tout cas, le président François Hollande est souvent désigné comme l'un des responsables de la baisse de la natalité ces dernières années en ayant réduit les prestations familiales. Alors est-ce que c'est un reproche purement politique selon vous, Gérard-François Dumont, qui connaissait bien ces questions-là, ou est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans ? Il y a un fond de vérité absolument incontestable, pour une raison bien simple, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de la fécondité en France au fil des décennies, on voit qu'elle n'a jamais été linéaire, c'est-à-dire que certaines années, vous avez des hausses de la fécondité, d'autres années des baisses de la fécondité, et lorsqu'on essaie de comprendre le facteur central explicatif de ces variations de la fécondité, à chaque fois, on voit une raison liée à une modification dans la politique familiale. Donc les années où on a eu de bonnes mesures de politique familiale l'améliorant, la fécondité a augmenté. Les années où on a eu une mauvaise mesure de politique familiale, la fécondité a baissé, et c'est la raison pour laquelle, en 2014, lorsque tout un ensemble de mesures négatives ont été prises, ont été annoncées en termes de politique familiale, moi, de mon côté, j'ai dit, mais la fécondité va considérablement baisser, parce qu'on étouffe la liberté de choix en matière de natalité. Et alors, ce qui est intéressant, si vous me le permettez, c'est que j'étais le seul à l'annoncer, qu'on a eu nos institutions publiques qui disaient, mais non, le nombre de naissances va augmenter. On a eu des projections de l'INSEE qui ont été faites, qui au bout de 2 ans ont été complètement dépassées parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les hypothèses de cette baisse de la fécondité qui était inévitable, parce que par rapport à ce que vous avez dit, il faut rappeler que c'est sur les 3 éléments qu'il y a eu un rabotage considérable. Vous avez évoqué la baisse du pouvoir d'achat des familles, liée à la fin de l'universalité des allocations familiales, liée à la réforme du congé parental, mais il ne faut pas oublier tout l'ensemble de la politique malthusienne du logement. Or, un enfant supplémentaire, en général, c'est quand même au moins à terme des mètres carrés supplémentaires souhaités, et puis la baisse des offres de services d'accueil de la petite enfance, et donc la difficulté plus grande de concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc on a tapé sur tous les tableaux, donc ça ne pouvait qu'entraîner une diminution du nombre de naissances. C'est un peu dérangeant quand même de se dire que les mécanismes financiers, les allocations familiales seraient un facteur de décision des familles à s'agrandir, comme si le désir d'enfant, la taille de la famille était indexée sur les aides sociales, sur le soutien public à la garde d'enfants, par exemple, Gérard-François Dumont. Ce n'est pas indexé, mais c'est un problème de liberté. Nous sommes dans une société où ce qui est très bien, les femmes et les couples ont la liberté de ne pas avoir d'enfants. C'est ce que j'appelle la liberté de contraception. J'écris contre et d'union-réception, puisque la femme ou le couple qui ne soigne pas d'enfants, la pilule, le stérilet... je disais, même c'est un peu le modus vivendi par défaut des couples aujourd'hui, le fait de ne pas... La fertilité contrôlée par la contraception. Absolument. Donc ça suppose, pour que le plateau de la balance soit équilibré, ça suppose d'un autre côté d'instaurer une liberté en matière de conception. Et cette liberté en matière de conception, ça suppose effectivement que la politique familiale réponde à 3 questions. La première question pour un couple qui souhaite un enfant ou un enfant supplémentaire, c'est est-ce que ça va pas trop appauvrir mon pouvoir d'achat ? La deuxième question, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir un logement plus grand ? Et la troisième question, c'est est-ce que je vais pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale ? Donc quand les réponses à ces questions deviennent extrêmement négatives, on renonce au projet d'enfant qui avait été envisagé. Alors je vous entends, Gérard-François Dumont, mais on a aussi des données un peu contrariantes à votre raisonnement. Je vous donne un exemple. On a une étude espagnole qui suggère que les hommes qui prennent leur congé paternité, donc progrès social, les hommes aussi peuvent s'arrêter aujourd'hui pour éduquer en tout cas pour les premiers mois de l'enfant. Les hommes qui font ça en Espagne, ils ont ensuite moins envie d'avoir un deuxième enfant.
Voilà. Ils ont fait Alors, l'expérience de écoutez, garder un petit, et ça les contrarie peut-être à l'idée d'en avoir un second. Qu'est-ce qu'on fait de Alors, ça? c'est tout à fait intéressant votre exemple, puisque c'est exactement ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire dans le cadre de la réforme du congé parental, on a voulu en fait encourager les hommes à leur tour garder le jeune enfant, et le résultat, c'est qu'on a moins d'hommes qui gardent les jeunes enfants depuis Oui, la réforme qu'avant la réforme. Donc, si vous voulez, quand on fait des réformes qui ne sont pas adaptées aux réalités en voulant contraindre des oui. populations, la contrainte, ça ne marche Bon, pas. la réalité, Ce c'est qui que le marche, congé c'est la parental, liberté. oui, le congé parental, c'est 440 €. C'est moins que le RSA quand même. C'est aussi ça Non bloque seulement aussi beaucoup c'est de gens. faible, mais en plus c'est sous des contraintes terribles. Et donc il y a beaucoup moins de Français qui ont choisi le congé parental parce que tel qu'il a été réformé, aujourd'hui, ne correspond pas à leur aspiration. Alors j'entends bien votre discours de liberté, Gérard François Dumont, mais en démographie, il y a aussi une hypothèse que je trouve intéressante qui dit qu'en gros, plus un système de sécurité sociale est protecteur, plus la natalité a tendance à chuter. Ce qui laisserait entendre qu'un pays dans lequel on se sent bien protégé par l'État, eh bien finalement, on aurait moins besoin de faire d'enfants parce qu'on aurait moins besoin d'eux plus tard pour prendre soin de nous une fois âgés. Alors c'est quand même contrariant, c'est un peu même contre-intuitif de se dire une bonne sécu égale moins d'enfants, Gérard François Dumont. Alors, en fait, lorsqu'on regarde les différents pays européens, ça ne permet pas de valider ce que vous venez de dire. Puisqu'en gros, dans l'Europe, à chaque fois qu'on a eu la possibilité de l'étudier, eh bien, on constate une certaine corrélation entre le niveau de fécondité et le niveau de politique familiale. Donc, en fait, ce sont dans les pays où il y a eu des politiques familiales les moins mauvaises que la fécondité la plus élevée. Oui. C'était le cas de la France pendant longtemps. Je vous rappelle quand même un élément très important, c'est que la France n'a pas connu d'effet à la baisse de la natalité au moment de la crise de 2008, ce qui prouve qu'elle avait une politique familiale de qualité qui a permis une résilience de la natalité. Oui, mais est-ce que on résiste à la baisse ou est-ce qu'on augmente la natalité? Parce que j'entends ce que vous me dites, hein, mais si on regarde les pays nordiques qui sont très favorables des politiques natalistes assez puissantes, on ne fait que freiner la baisse, la ralentir. On ne regagne pas des points de fécondité. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, quand vous regardez les évolutions année après année, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout dans des logiques linéaires. Donc, si vous prenez ces dernières années, nous avons 2 pays qui ont eu une fécondité nettement supérieure à ce qui avait été envisagé. Ça ne veut pas dire que ce soit des fécondités extraordinaires. C'est d'une part la Russie, c'est-à-dire que dans les années 90, la fécondité s'est effondrée en Russie, et on a fait des projections de baisse de la population de la Russie avec une très forte intensité de baisse. Et puis ensuite, il y a eu donc les améliorations des années 2000, et en fait, il a fallu réviser à la hausse la population qui devait s'élever en Russie. Et puis on a eu le cas de la Hongrie. Là aussi, la Hongrie a gagné en fécondité à la suite de mesures de politique familiale. Et donc, si vous voulez, vous avez des variations qui peuvent être importantes, comme ça a été le cas en France d'ailleurs, au fil des variations de la politique familiale. Donc, par rapport à votre étude, je rappelle quand même que la protection sociale est relativement faible dans les pays d'Europe du Sud, et c'est bien dans les pays du Sud où la fécondité est la plus basse. Merci beaucoup Gérard François Dumont. C'est décidément compliqué ces sujets. On est à 1,58, 1,59 enfants par femme à peu près là aujourd'hui, pour vous donner, auditeurs d'Europe 1, une idée de la situation. Merci d'avoir été avec nous. Votre revue évidemment Population et Avenir, pour ceux que ça intéresserait pour aller plus loin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée.